Comme vous le savez sans doute toutes et tous, cette projection appartient au projet Anthropocène, c'est-à-dire à l'exposition ici, au Musée des beaux-arts du Canada et au Musée des beaux-arts de l'Ontario. Et je vous encourage à prendre connaissance des images, des séquences filmiques, des épreuves photographiques de Edward Burtynsky. Bon, normalement, les projections s'ajoutent aux expositions, alors que cette fois-ci, c'est très différent. Il n'est pas juste de dire que l'exposition, en fait, est en quelque part annexée à l'exposition, mais qu'en pensez-vous en tant que conservatrice? Oui, c'est surprenant à quel point il y a des échos des photos dans le film et vice-versa. Cela enrichit l'expérience. Pour moi, de travailler avec ces épreuves photographiques et ce film, c'est une occasion absolument extraordinaire et j'aimerais remercier le photographe et les réalisateurs d'avoir songé à intégrer ces médias dans une exposition. Au départ, bon, on voit ces défenses d'éléphants qui sont brûlées. On retrouve cette même séquence dans une salle isolée dans l'exposition, mais dans le film, le bruit du feu se transforme en bruit de vagues sur les côtes du Portugal. Et on voit donc ces oppositions, l'eau et le feu, qui s'unissent acoustiquement dans le film. Ça, c'était vraiment tout à fait brillant. Jennifer, merci beaucoup. C'est une très belle expérience qui va enrichir l'exposition. Et il y a aussi bien d'autres échos semblables après avoir vu le film quand on examine les épreuves photographiques ainsi que les séquences que l'on retrouve dans les murales et ailleurs dans l'exposition. Donc, l'eau et le feu sont des sources de consolation, mais aussi d'angoisse. L'eau et le feu est indispensable, mais peut aussi être dangereuse. Quelques journalistes à la conférence de presse nous ont demandé pourquoi une telle exposition au Musée des beaux-arts du Canada. Bon, je sais quelle est ma réponse, mais quelle est la vôtre? Eh bien, je crois que c'est une très belle occasion pour nous de réunir les gens dans cet espace pour se pencher sur un problème très grave. J'en parlais un peu plus tôt avec un journaliste de la Société Radio-Canada. Et ce qui est très intéressant au sujet de ce qui s'est passé hier soir, c'est que nous avions donc tous ces cellulaires dans la salle d'exposition, mais on se penchait sur des questions sérieuses. Les gens étaient nombreux, ils regardaient leurs caméras, leur téléphone cellulaire, et ce qui s'est produit, c'est que c'était une véritable collectivité. Les gens s'entraidaient. Ils essayaient de déclencher la réalité augmentée dans leurs cellules, s'entretenaient, et pour moi, ça a été un moment très spécial. C'est la puissance de cette exposition. Donc, on a donc organisé cela pour créer une collectivité. Oui, c'est possible, tout à fait. Oui, et c'est aussi parce que ce sont des œuvres d'art et le film est très éloquent et on s'entretient avec trois artistes, donc c'est la raison pour laquelle c'est ici au Musée des beaux-arts du Canada. Jennifer, dans le film, quand on examine cette usine, quand on voit cette usine, et on voit la fonderie, tout à coup, on se retrouve dans la cafétéria et on s'entretient avec trois femmes.
On leur demande ce qu'elles pensent de leur collectivité. J'ai beaucoup apprécié comment vous ramenez les thèmes aux gens dans les zones que vous avez explorées. Évidemment, on se penche sur de sérieux problèmes. C'est la ville la plus polluée en Russie. Voulez-vous nous en parler? Eh bien, dans tous les films de Manufactured Landscape à Watermark, c'est celui-ci, il y a une dialectique des détails et de l'échelle. On passe du macroscopique au microscopique. On retrouve le récit que l'on retrouve dans ces photos. Mais de mon point de vue, on peut parler d'un point de vue éthique, c'est-à-dire qu'on engage les gens qui se retrouvent dans ces contextes. Ces questions sont fort complexes. Les gens qui habitent à Norals, en fait, gagnent leur vie dans cette fonderie. Ce n'est pas un travail facile. Et il est impossible de ne pas ressentir de la compassion pour eux et de ne pas s'intéresser à leur vie. Dès que j'ai rencontré ces femmes, je voulais savoir ce qu'elles font ici, comment ont-elles commencé à travailler à l'usine. Et il y a une femme qui nous explique que son père y travaillait et que son mari y travaille et que l'ingénieur en chef est un jeune qui a quitté la ville, s'est rendu à Moscou et ensuite revenu. Donc, il y a des couches de complexité dans tout cela. Et pour moi, cet élément humain, mais pas seulement l'élément humain, mais l'élément des espèces, les espèces animales dans le zoo de Londres, nous connecte d'un point de vue viscéral, émotif, empathique. Et c'est ce qui donne un sens à l'échelle et met tout cela en perspective. Donc, c'est une stratégie au montage de passer d'un niveau à l'autre. Et les cérémonies d'ouverture pour le tunnel ferroviaire, c'était vraiment extraordinaire. On voit toute cette technologie qui fore ces tunnels. Et puis, la cérémonie d'ouverture nous ramenait il y a 100 ans en arrière, il me semble. Oui, il a fallu faire, en fait, il a fallu indiquer ce que c'était. Ils pensaient que c'était nous qui avions créé ce spectacle, ce qui n'était pas du tout le cas. Non, c'était une cérémonie de 3 jours pour célébrer l'ouverture de ce tunnel ferroviaire. Et c'était tout à fait fascinant, absolument fascinant. On célébrait ce tunnel a facilité évidemment le transport entre ces deux points. Auparavant, les routes étaient dangereuses, il brûlait évidemment de l'essence, alors que ce train facilite le transport. Donc, il y avait quelque chose à célébrer, mais évidemment, la façon de célébrer était en fait tout à fait fascinante. Et ensuite, il y a l'ambiguïté, l'ambivalence entre ces défenses qu'on brûle et les superbes objets qui sont créés par ces artisans chinois. Cela me rappelle de vos photos, Edouard, il y a cette beauté, mais il y a aussi une horreur qui sous-tend cette beauté. Mais vous rassemblez ces deux choses-là ensemble qui créent une tension. Vous deux, vous sembliez être sur la même longueur d'onde. Au départ, nous avons commencé avec le film Manufactured Landscape. J'étais intéressé à contextualiser mon travail et un vidéographe m'a suivi pendant un certain temps, James Pallas, mais bon, ça n'a pas fonctionné. C'est comme ça que Jennifer a découvert mon travail. C'est à ce moment-là que je l'ai rencontré. J'ai vu le travail que Nicholas et Jennifer avaient fait et ça me semblait parfait. Je me suis dit, on peut faire un film qui fonctionnera comme les photos. Les photos ne vous disent pas ce qu'on doit en penser. C'est expérientiel et on arrive à sa propre conclusion. Donc, il y a peu de mots, mais c'est visuel. C'est une démarche qui vous permet de mieux comprendre le contexte de ces images. C'est le prolongement de nos vies.
Ces paysages que j'ai photographiés ces dernières années, ce sont des paysages intentionnels qui ont été conçus pour extraire les matériaux dont on se sert tous les jours, le fer, le cuivre, entre autres une mine de cuivre, comme vous le savez. Donc, de travailler avec le talent de Jennifer, de Nicolas et de prolonger ce contexte m'a enthousiasmé, puisque cela humanise le travail. Si on maintient cette perspective désincarnée, il est très difficile d'établir une connexion avec ces paysages. Et pour moi, je me souviens d'avoir lu quelque chose de Robert Smithson. Il a dit qu'il faut réengager l'humain avec ces paysages dévastés. Ce sont nos paysages. On cherche donc d'autres façons de redécouvrir, de nous réengager avec ces paysages qui sont les nôtres, afin de les comprendre. Donc, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle, les photos, le cinéma, toutes ces formes nous aident à trouver la façon d'exprimer ce récit. Robert Smithson est l'un des grands artistes qui a fait, entre autres, Spiral Jetty, l'une de ses œuvres les plus connues. Bon, revenons à la mine de potasse en Russie. Comment sélectionnez-vous ces paysages si photogéniques? Ce n'est pas uniquement une mine, c'est un paysage psychédélique. Il y a une mine de potasse au Manitoba, mais elle est tout à fait grise. Plutôt en Saskatchewan, oui. Non, mais n'est pas tout simplement grise, mais pas aussi bonne que celle que nous avons photographiée. Mais il y a quand même un peu de couleur. C'est un photographe en Russie qui en a mis une photo sur Instagram et l'un de nos recherchistes l'a repéré. Donc, ce qu'on recherche, c'est l'échelle et aussi une porte d'entrée visuelle qui nous permettent de vivre l'étrange. C'est en fait une mine d'une échelle absolument incroyable et cette machine, le Bagger, la machine la plus grande jamais fabriquée, 300 mètres de longueur, 100 mètres de hauteur, qui a créé cette fosse de quelques 60 kilomètres, en présence de cette machine, on comprend qu'on est en train de créer un monde qui ne ressemble plus à notre planète. Bon, quels ont été les plus grands défis à filmer? Il y a des séquences absolument extraordinaires. Vous vous êtes servi de drones, dans le passé d'hélicoptères, et dans la mine, là, avec les Russes, c'était vous, Nick? Oui, avec Mike Reed et notre assistant, le deuxième caméraman. Les défis se trouvent dans deux catégories. Il y a les défis vraiment épeurants de se retrouver dans des endroits vertigineux pour tenter de capter un plan, une séquence. Et puis, bon, ça vous donne beaucoup d'adrénaline, c'est amusant, mais franchement, le gros du défi, c'est l'ennui. D'abord, de tenter d'avoir accès à ces endroits, de gérer la logistique, d'arriver à travailler dans des endroits où on n'est pas censé travailler comme on le fait. D'abord, on vous répondra non, la première, deuxième, troisième, même la quatrième fois. Parfois, c'est un véritable mur de briques, mais d'autres fois, on obtient une visite. En fait, c'est la personne qui vous a dit non tellement souvent
avec lequel vous vous liez et qui vous fait faire la visite. Et on essaie d'articuler cette philosophie. On dit, ce n'est pas accusatoire, on n'essaie pas de s'attaquer à vous. On veut présenter ce que vous faites dans le contexte d'une conversation globale et très souvent, cela fonctionne. Et l'un des défis, ça a été d'être mis sous arrestation. Oui, en effet, ça a été tout un défi. Les Russes nous ont accordé des visas, ça m'a surpris, et normalement, on ne peut pas visiter cette ville russe, même si on est russe, ça a été un goulag pendant des décennies, ça a été construit avec des prisonniers, et il y a encore une bureaucratie de ce genre. Je suis surpris qu'on nous ait permis de filmer là-bas. Une fois qu'on était là-bas, nous avons visité le poste de police à quelques reprises et il a fallu les convaincre que nos visas n'étaient pas des faux. Donc, ils n'arrivaient pas à croire qu'on avait représenté correctement ce qu'on faisait, que nous n'étions pas des espions, que nous étions des artistes et que nous n'étions pas à essayer de faire du bruit. Le meilleur temps de filmer, c'était entre 2 heures et 5 heures du matin, puisque le soleil ne se couchait pas. Donc, on travaillait 6 heures à la fois. En parlant de difficultés, la scène que je n'ai pas pu revoir la deuxième fois, c'était vous derrière le conducteur de moped à Lagos? Non. Et ces plans ont été très difficiles à obtenir. Et on a vite compris qu'il est très difficile de manœuvrer dans cette ville en tant que blanc. Le quartier, l'écologie du quartier, les réseaux du quartier sont tissés serrés. Donc, on a trouvé des locaux pour tourner ces plans. On a eu quelques faux départs, des gens qui ne comprenaient pas notre vision. Et c'est Cameron Bailey au TIFF qui avait des contacts et il nous a trouvé un réalisateur nigérien qui nous a aidés à tourner ces séquences. C'est un exemple, on a essayé nous-mêmes, mais ce n'était pas pratique pour nous de travailler de cette façon-là. On pensait qu'on avait besoin d'un cinématographe, mais en fait, c'était un réalisateur dont nous avions besoin. On a commencé par chercher un directeur photo, mais ça n'a pas fonctionné. Et puis, il nous fallait trouver quelqu'un à qui nous pouvions transmettre cette vision. On voulait donc cette vision sur le terrain dans une des villes au taux de croissance le plus élevé du monde. Donc, c'est pas que vous êtes un homme blanc, mais c'est que vous aviez peur de la circulation. Mais en fait, il y a un problème de kidnappage. On peut obtenir une police d'assurance contre le kidnappage. Bon, ça, c'est une autre forme de kidnappage, n'est-ce pas? Oui. Si on est kidnappé, bon, l'industrie pétrolière s'y trouve, mais à part à Orcott, on peut avoir le même problème qu'à Lagos. Et bon, on est kidnappé, on vous détient, et si vous avez de l'assurance, c'est donc 250 000 américains. C'est mis en fiducie. Et une fois qu'on vous libère, on libère l'argent aux kidnappeurs et c'est devenu une véritable entreprise. Vous avez donc payé les 2 000 pour cette prime d'assurance, n'est-ce pas? C'est ce que j'aurais moi-même fait. Quel a été le moment qui vous a fait le plus peur lors de la production de ce film?
Bon, vous n'avez pas aimé être arrêté. Bon, mais qui aime être arrêté? Et on a eu de l'aide. Notre collègue Richard nous a donné un coup de main. Oui, il a fallu passer un coup de fil à l'ambassade canadienne. Bon. Nous avions en fait prévu faire sortir notre matériel par voie diplomatique, mais ça m'a fâché, ce traitement qu'on nous a réservé. Quand on va à Norsk ou ailleurs, ces paysages très industriels, on se dit, bon, ben, qu'est-ce qui m'arrive alors que je respire cet air? Mais on sait qu'il y a des gens qui y vivent tous les jours. Donc, c'était une question d'équilibre. Et puisque nous sommes mariés et que nous avons des enfants, très souvent, on se dit, on se demande, est-ce qu'on va tous les deux tenter d'obtenir ce même plan en même temps ou est-ce que nous devrions y aller un à la fois? Donc, on a souvent ce type de discussion au sujet de ce qui est responsable et ce qui ne l'est pas dans ces paysages. Et parfois, on n'y va pas. Aucun d'entre nous aurait pu réaliser ce projet seul. Nous avons voyagé à travers le monde et il fallait procéder par collaboration. Parfois, c'était donc seulement moi et Nick, comme on le faisait il y a 20 ans avec une seule caméra. Parfois, c'était Ed et Nick. Parfois, c'était Ed et Mike Reed ou Jim Canoe ou d'autres opérateurs de drones. Et dans d'autres cas, nous étions là tous les trois avec 10 assistants ou plus. Donc, l'équipe évoluait selon les besoins. Nous avons rassemblé tout ce matériel, tout ce métrage, et dans la salle de montage, nous avons fait le tri pour tenter de trouver le récit. Je crois que notre ratio de métrage était de quelques 250 à 1, quelques 400 heures de métrage. On cherchait donc ces joyaux dans le métrage. C'était comme d'assembler un casse-tête très complexe. On a quelques 10 000 pièces qu'on n'arrive pas à intégrer à l'image. C'était en fait une très belle description du processus de montage pour en arriver à un récit. Roland et Jen entrent dans une petite salle de montage sombre. Ils passent un an pour tenter d'extirper un film de tout ce métrage. C'est un choix philosophique de ne pas contraindre le métrage, le tournage. On fait beaucoup de recherches, puis ensuite, on oublie tout quand on est sur le terrain. Et c'est difficile de voyager à travers le monde en pensant qu'on a quelque chose à dire. Ce serait arrogant. Il faut être humble, il faut être ouvert. À chaque fois que je parle à des étudiants, je dis oui, il faut avoir un plan, mais être prêt à l'abandonner à tout moment. Et pour plusieurs personnes, c'est difficile. C'est plus facile de maintenir le contrôle, d'avoir l'impression qu'on contrôle, qu'on est aux commandes la situation, alors qu'en documentaire, ce n'est jamais le cas. Il faut réagir au réel et pour le faire correctement, il faut beaucoup tourner. On suit ce qui se passe et ça devient une façon de représenter le monde. La représentation documentaire est complexe. Il y a toutes sortes d'enjeux éthiques et au cours des dernières années, on a trouvé un processus avec lequel on est à l'aise parce qu'on voyage à travers le monde et qu'on arrive là avec cette attitude d'ouverture et d'humilité. Comment avez-vous créé cette réalité augmentée? Comment avez-vous tourné ce rhinocéros? Oui, cet ex-rhino, oui, malheureusement, il est décédé.
Nicholas, ça a été un moment très magique. J'ai passé beaucoup de temps en présence de cet animal très vieux, mais majestueux. Il était né en captivité, il avait vécu toute sa vie. Il était né en Tchécoslovaquie, il a été rapatrié en Afrique et il a donc vécu les dernières années de sa vie au Kenya. Il était aveugle de l'œil gauche et ses gardiens qui l'adoraient vous disaient une fois qu'on quitte son champ de vision, il fallait dire son nom. Et ils le faisaient eux-mêmes. Quand on était à sa gauche, donc, c'était très beau. C'était presque une incantation. On disait Soudan, Soudan, Soudan pour qu'il sache où vous étiez. Et afin d'obtenir assez de photos pour créer cette sculpture en 3 dimensions, on prend tous ces clichés et ensuite un logiciel après quelques journées de traitement, crée ce modèle. Il faut aller au-dessus, en dessous. Bon, ça a été plus difficile, mais d'être en présence de cet animal majestueux, ça a été vraiment incroyable et je ne l'oublierai jamais. Oui, je crois qu'on ressent cela dans la galerie. C'est une présence incroyable quand on voit cet animal virtuel apparaître devant soi. Je vous encourage à le faire. C'est vraiment très beau. J'étais sceptique face à la réalité augmentée parce que, bon, je suis de l'ancienne vague, mais j'ai été très touché par Soudan. Bon, je me suis servi de mon téléphone et quand je l'ai vu cligner des yeux, je me suis dit, on est en fait devant le dernier de son espèce. Il n'y en aura jamais d'autres, à moins qu'on croie au parc Jurassique. Ça a dû donc être très émouvant. Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres chutes qui, bon, ne sont pas dans le film, et que se produit-il avec ce métrage? Oui, vous avez dit que c'était un ratio de 301 et on se demande toujours s'il y a un autre film dans tout cela. Non, pas du tout. Bon, ça a été différent du point de vue de la photo. Quand je tournais des clichés 8 par 10, parfois je marchais toute la journée, je ne prenais pas un seul cliché. Et même à ce moment-là, dans le laboratoire, ça coûte presque 20 $ le cliché. Et donc, si on en prend 2, c'est 40 $. Et ça, c'est il y a plusieurs années. Maintenant, ce serait 120 $ avec des caméras de 100 mégapixels. Je peux voir la photo entre un format 4 et 5 et 8, 10. Ce ne sont que des données. Si ça ne me plaît pas, je peux supprimer. Donc, le rapport qu'on a avec l'image qu'on prend est tout à fait différent. C'est sans doute la même chose au moment où vous tourniez en pellicule. J'ai 400 pieds de pellicule. Ça me coûtera 150 $ à envoyer au labo. J'en ai pour 10 minutes. Donc, on est alors très prudent. Mais évidemment, le médium numérique vous permet de tourner plus. Et plus on a de matériel, surtout si on est prudent, si on essaie de faire son mieux en tout temps. Mais quand on a une plus grande marge de manœuvre et qu'on en distille l'essence, on a une meilleure chance d'en arriver à une image, aux images de qualité qui fonctionnent conceptuellement. C'est ce que vous permet cette nouvelle technologie, tant au cinéma qu'en photographie. Mais quel est votre ratio? Je ne vous l'ai jamais posé. Pour chaque cliché, combien gardez-vous? Je n'ai pas fait le compte cette fois-ci, mais pour le livre sur l'eau, des 110 photos, on en avait pris 26 000. Ah, mais ça, c'est pire. Mais quelle empreinte carbonique cela représente-t-il? Ça, c'est surprenant. Donc, quand je pars pour prendre des photos,
Quand je suis en hélicoptère, on paye plus de 1000 $ l'heure et qu'on s'approche d'un sujet, on ne peut pas revenir. Donc, on tourne beaucoup. Je vais donc très souvent tourner 700 clichés en une heure et demie. Et il y a peut-être un ou deux bons clichés dans tout ça. Donc, le ratio est tout à fait débile. Mais je ne pourrais pas faire ça au cinéma. Ce n'était pas possible. Mais en fait, c'est à peu près 350 pour un. On a une scène à Saint-Pétersbourg. Bon, c'est dans les chutes. C'était la banque de semences la plus vieille du monde. Elle est très belle. Il y a des millions de tiroirs, mettons, des milliers ou des centaines de milliers de tiroirs avec de petites semences d'à travers le monde. Et la plus grosse maintenant est à Swarthmore. On y a presque été. Mais celle-là est la plus ancienne. Et on leur a parlé. Ils envoient ces semences un peu partout à travers le monde. Et il parlait de l'humanité. Et bon, écoutez, malheureusement, cette séquence ne fonctionnait pas. J'aurais bien aimé qu'elle fonctionne. Bon, ben nous aussi, là, on est un peu déçus puisqu'il nous manque de temps. Avez-vous une autre question? Laissez-moi voir. Non, non, ça va. Donc, on vous donne la parole. Nous avons des microphones de chaque côté et on ne pourra pas répondre à vos questions à moins que vous ne vous serviez d'un microphone. Bonjour. J'écoutais la radio de la CBC l'autre jour et je crois que ce monsieur a parlé de ses deux enfants et il s'inquiète pour leur avenir. Étant donné vos films et ce que vous nous avez montré, d'un point de vue personnel, que pensez-vous des gouvernements, entre autres, le gouvernement canadien qui veut dépenser des milliards pour un pipeline pétrolier pour transporter ce pétrole sur la côte ouest du pays? Est-ce une décision sage, d'après vous? Je crois que c'était vous. Moi, je viens de la Colombie-Britannique, mais bon, à vous la parole. J'ai photographié les sables bitumineux pour la toute première fois en 2003. C'était pour le Globe and Mail Report on Business. On m'a demandé d'y aller, j'y suis allé et j'ai constaté l'échelle de ce projet. Je savais que c'était le projet de mine à ciel ouvert le plus important et le plus grand au monde. Donc, cette méthode d'extraction du pétrole a un effet dévastateur sur la faune et la flore environnante et sur l'écosystème. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours pensé que les sables bitumineux allaient représenter une crise pour le pays, parce que l'empreinte carbonique de ce projet, de ce type de pétrole, je crois que c'est Al Gore qui a bien dit les choses. Il a dit, mettons que vous voulez être écologique et qu'on achète une Prius, mais si vous faites le plein d'essence pour votre Prius avec du pétrole qui provient des sables bitumineux, vous avez transformé votre Prius en Hummer. Donc, l'empreinte carbonique de ce type de pétrole est énorme, pour ne rien dire des sous-produits. Donc, dès le départ, le projet, et ça représente évidemment un gros volume de pétrole. C'est en fait supérieur à ce que l'on retrouve en Arabie saoudite. Donc, que doit-on faire avec les 200 milliards de pétrole recouvrable qui ne cessent d'augmenter avec l'évolution de la technologie? Et ensuite, de transporter ce pétrole pour l'exporter. Bon, si on mettait fin à tout nouveau projet des sables bitumineux et que ceux qui ont déjà engagé des sous pourraient poursuivre leur projet pour que leurs actionnaires puissent
en profiter. Et bon, les Américains savent qu'on a du mal à vendre ce pétrole, à trouver des marchés pour ce pétrole. Si ce n'était que cela, je vous dirais, bon, d'accord, allons-y. Mais il faut qu'il y ait un moratoire sur toute autre forme d'exploitation dans les sables bitumineux. Bon, mais je ne sais pas si d'autres vont tenter d'investir un autre 200 milliards pour exploiter un autre projet du genre. Les gouvernements, évidemment, ont toutes sortes de rôles à jouer et on ne pourra pas cesser d'utiliser le pétrole dans 5 ou 10 ans, même si on le voulait, même si on investissait nos ressources, ça ne se produira pas d'or. Que devons-nous faire? On se retrouve entre le marteau et l'enclume. Est-ce que... Bon, je ne sais pas. Je n'ai pas de bonne réponse à votre question. Si cela signifie qu'on va permettre, et je pense qu'en ce moment, il y a 2,5 millions de barils qui proviennent de ce projet avec le pipeline, ça pourrait passer à 5. Bon, si ça passe à 5, quant à moi, ça ne va pas. Si on peut maintenir le marché avec ce qu'on a jusqu'à ce qu'on épuise cette ressource, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Mais pour être honnête, je ne connais pas toutes les statistiques et comment tout cela fonctionne, mais c'est une question très complexe. Madame, d'abord, j'aimerais vous remercier d'avoir créé un documentaire qui nous fait réfléchir sans nous dire quoi penser. J'imagine ce qu'Hollywood en ferait. Ma question est la suivante. Vous avez parlé du groupe de travail Anthropocène, un groupe qui essaie de décider quels seraient les marqueurs qui nous permettraient de spécifier à quel moment l'ère anthropocène a commencé. Donc, que pensez-vous de ce groupe de scientifiques qui réfléchit à tout cela alors que les enjeux sont très grands? Si on perd la planète, qu'importe si ça s'appelle l'ère anthropocène ou autre chose. C'est un peu ironique de poursuivre cette recherche alors que nous sommes sur le bord du précipice. Bon, que pensons-nous aux scientifiques qui réfléchissent à tout cela? Eh bien, on pensait que c'était assez intéressant qu'on a passé 4 ans à faire ce projet. Mais je comprends. Quand on prend un sujet à l'échelle planétaire, bon, les problèmes qu'on examine sont presque arbitraires, mais on adore que ces géologues font quelque chose qui est de plus en plus rare dans notre monde très frénétique où on est toujours dans le moment avec notre connectivité, nos téléphones cellulaires. C'est très rare de voir des gens qui prennent du recul et qui ont une perspective panoramique des temps géologiques et en visualisant leurs recherches, on a pensé que cela pourrait contribuer au dialogue au sujet de ces enjeux. C'est l'ambition que nous avions. Les géologues font ce qu'ils peuvent faire et certains d'entre eux sont très passionnés et ils disent ce que vous dites. Bon, ben, ça suffit, Rome est en train de brûler, il faut poser le violon. Mais d'autres sont très conservateurs. Ils travaillent au rythme géologique et ils n'en arriveront pas à une décision rapide. Mais ceci dit, peut-être que tout cela sera ratifié dans quelques années. Mais pour nous, cette conversation, c'est ce qui nous intéresse. Quand on a débuté ce projet, on pensait qu'on allait arrêter cette décision avant la fin du projet. Mais en bout de ligne, ça n'a rien à voir avec cette décision. Et bon, cette organisation est très conservatrice. Le groupe est au travail depuis 10 ans et il recueille toutes ces données afin de pouvoir présenter tout cela à la Commission pour leur dire, voilà, nous avons quitté l'ère Holocène et on est maintenant dans l'ère Anthropocène. Bon, les éléments de preuve sont importants, mais d'autres diront, l'humain représente presque rien dans l'évolution et puis, n'est-ce pas, un petit peu arrogant de nommer une ère
sommaire géologique au nom de lui-même. Elisabeth Corbett, qui fait partie de notre groupe de consultation, je ne sais pas si vous avez lu son livre, The Sixth Extension. Elle a dit, si cela est homologué, tous les livres de géologie seront obsolètes. Imaginez ce qui va se produire quand on va enseigner l'ère anthropocène dans les écoles. C'est à ce moment-là où l'humain a commencé à dominer tous les systèmes naturels de la planète. L'humain a en fait forcé la planète par-delà, au-delà de ses limites naturelles. Madame. Merci beaucoup pour votre travail. Thank you very much for your incredible work, first of all. Je n'ai qu'une question. Je ne sais pas si elle est trop philosophique pour vous ou pour le public ce soir. Dans le livre de Dantès, L'Enfer, votre film m'a fait réfléchir. Et alors que le poète se promène d'une sphère à l'autre et demande comment en êtes-vous arrivé là. Et il reçoit toutes sortes de réponses. Et la chose intéressante, c'est qu'après les 9 cercles de l'enfer, il y a en fait la rédemption, une lumière tout en haut de la montagne. Donc je me demandais, je ne sais pas si ma question est trop ésotérique, mais je me demandais si vous croyez, ou ce que vous croyez, quelle pourrait être la rédemption? Est-ce qu'on va devoir passer par les 9 cercles infernaux? Et y a-t-il une rédemption? Y a-t-il de l'espoir, autrement dit? Ça, c'est une question pour Jennifer. Bon, moi, je suis l'optimiste. Je ne sais pas. En fait, je suis optimiste de nature, mais bon, je m'en prendrai quand même à vous pour être nihiliste. Mais dans chacune des situations dans lesquelles nous nous sommes trouvés, je l'ai déjà répété, hein, bon, et soit dit en passant, notre projet est carboneutre, ce n'est pas beaucoup, mais bon, ça représente quelque chose pour l'empreinte. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On a calculé chaque unité d'énergie dont nous nous sommes servis en recherche, en production, pour l'exposition, le film, pour les déplacements, le livre et tout. On a fait ce calcul et on a donc contrecarré cela en replantant plus ou moins une forêt. Bon, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose. Mais je crois que dans chacun des endroits où nous étions, il y avait ces lueurs d'espoir. Des gens qui travaillaient, cette femme qui dit « On voit la beauté du monde dans cette fleur qui pousse à travers le pavé. » Ça, c'est de l'espoir. Quand on voit celui qui s'occupe de cette grenouille qui est sur le point de disparaître et qui la nourrit afin de pouvoir la réintroduire dans son habitat. Et c'est intéressant de voir le guide dans ces bassins de lithium. Et bon, ça peut paraître étrange, ces paysages, mais le lithium est beaucoup moins dangereux ou nocif que le pétrole. Donc, je l'ai moi-même écrit dans la narration. Nous avons eu la ténacité de survivre. On avait le génie de faire tout ce qu'on a fait. On peut donc s'en servir pour faire changer les choses. Il faut évidemment faire changer la volonté de nos gouvernements, des entreprises et de chacun d'entre nous ici présents. Nous pouvons tous faire quelque chose. En fait, on peut faire beaucoup. Voilà, c'est l'espoir que j'ai. Merci beaucoup pour ce très beau film. L'une des choses que j'ai particulièrement appréciée, c'est cette tension que vous avez bâtie entre l'humain et le non-humain et le respect pour ces deux pôles de la dialectique.
Donc, comment peut-on définir la nature puisque nous sommes de la Terre? Quand est-ce qu'un geste humain cesse d'être naturel? Est-ce même une façon de définir le problème en matière de désastre écologique? Est-ce qu'on doit ou peut même nommer quelque chose comme étant non naturel? Mais c'est une des choses qui m'est venue à l'esprit alors que je visionnais votre très beau film. Je suis certain que vous y avez déjà réfléchi. Eh bien, dans mon travail, dans la description de ce que je tente de faire, j'ai toujours affirmé que je ne pourrais pas poursuivre cette démarche qui a commencé en 81 si je n'étais pas tombé en amour avec la nature dans les années 70. Donc, tous ces systèmes, à mes yeux, représentent cette expérience humaine. On ne s'est jamais engagé dans cette voie. Mais je crois aussi que nous provenons de la nature, que nous appartenons au processus naturel, mais avec notre cérébrum cortex, notre capacité de nous projeter à la fois dans l'avenir et dans le passé, nous sommes différents de tous les autres animaux. Étant donné notre cerveau, ça nous met 9 mois à naître et 18 années avant de devenir adulte. Et donc, cette dichotomie dont vous parlez a toujours été en jeu. Est-ce que quelque chose est pas naturel? Mais bon, à une époque, on se servait peut-être de pierre et ensuite, on a découvert le fer. Bon, la pierre pouvait être façonnée par l'être humain, mais c'est encore un élément naturel. Mais quand on a le plastique, quand on parle de plastique, d'aluminium, de ces matières composites qu'on ne retrouve pas dans la nature, eh bien, ça, ce sont des fabrications humaines et ça fait partie de la technosphère et ça entre dans la strate et ça devient quelque chose qu'un géologue dans 2 millions d'années va peut-être découvrir et dira, voilà, ça a été l'ère humaine. Et on retrouve la signature de l'humain dans cette strate de pierre. Même si nous sommes naturels, je crois que nous vivons une révolution technologique. Quand nous étions des chasseurs, bon, on pouvait, en groupe, abattre un mammouth et il y avait un meilleur équilibre entre nous et la faune. Mais alors qu'on a bâti de meilleurs outils, l'arc et la flèche, le fusil, le char d'assaut, la bombe atomique, on a maintenant la capacité de bâtir des métropoles. Nous sommes presque 8 milliards. On est passé du plus grand prédateur, mais là, maintenant, on ressemble beaucoup plus à un virus. On est en train d'étouffer la planète. On ne sait plus quand s'arrêter. On est en train de s'attaquer à tous ces systèmes biologiques très complexes. Et une fois qu'on aura perdu la biodiversité, on ne pourra plus survivre. Il faut donc être très prudent parce que maintenant, on va au-delà des limites naturelles. Et sur cette note plutôt sombre, il ne nous reste plus de temps. Je suis vraiment très désolé, mais merci à vous toutes et tous. J'aimerais vous rappeler que si vous avez des amis qui n'ont pas pu voir le film ce soir et qui auraient aimé pu le voir, ils pourront se rendre au Bytown à compter du 5 octobre et l'exposition est indispensable. Et ça me ferait beaucoup de peine que vous ne puissiez pas la voir. Donc, elle est ici jusqu'au 24 janvier. Donc, j'aimerais vous remercier et vous saluer pour votre travail extraordinaire. Nous allons nous coucher beaucoup moins ignorants qu'hier. Merci beaucoup.